InSight. On ne va pas se mentir, dans la liste des missions martiennes, elle est souvent mise de côté face à des missions plus spectaculaires comme Curiosity, Perseverance et son petit hélicoptère compagnon Ingenuity, ou encore le rover chinois Tuolang. Pourtant, cette mission, qui vient vraisemblablement de rejoindre le cimetière des robots martiens, aura permis de lever une partie du voile sur la planète rouge en nous permettant d'avancer énormément dans sa compréhension et, par ricochet, celle de notre berceau. Mais justement, quelle a été la mission d'InSight, ses objectifs, quelle découverte doit-on à l'atterrisseur et pourquoi sa carrière a-t-elle pris fin? Aujourd'hui, en sorte de dernier hommage, je vous propose donc de revenir sur la mission Mars InSight et la façon dont elle a participé à changer notre regard sur la planète rouge. Le 5 mai 2018, vers 11h01 heure universelle, un lanceur Atlas 5 s'est lancé depuis le site de Vandenberg, en Californie. Vous vous en doutez, mais à son bord se trouvait InSight, petit atterrisseur de 694 kg pour environ 1 mètre de haut, qui débutait un voyage vers la planète rouge qui allait durer près de 7 mois, jusqu'au 28 novembre de la même année. Mais même si l'atterrisseur était plutôt modeste en termes de taille, comparé à des missions plus importantes comme les derniers rovers martiens, les objectifs et les capacités de la mission n'en étaient pas moins grands. InSight devait en effet étudier le cœur de Mars au sens le plus strict. Son objectif principal était en effet de se concentrer sur les différentes couches qui composent la structure même de la planète rouge, de son manteau à son cœur, ainsi que la façon dont celui-ci perd sa chaleur et dont elle s'échappe de la planète. En étudiant l'épaisseur, la composition et j'en passe de différentes couches, l'atterrisseur devait ainsi permettre de mieux comprendre le processus de formation des planètes rocheuses. Car, soyons clairs, que l'on parle de Vénus, de Mars ou de la Terre, toutes les planètes rocheuses partagent un point commun, même si c'est dans différentes mesures. Dès le début de leur formation, les planètes ont vu leur cœur progressivement se réchauffer par l'augmentation de la pression, avec l'augmentation de leur masse et différents impacts majeurs entre autres. Progressivement, elles ont ainsi vu une structure commune émerger avec un cœur généralement ferreux et lourd, un manteau et une croûte. Seulement, vous le savez certainement, mais de par leur composition et leur taille, des objets comme la Lune, Mars ou la Terre ont vécu des parcours complètement différents, aboutissant à des objets complètement opposés. Ainsi, étudier les différences et points communs entre la Terre et une autre planète rocheuse, Mars étant la cible idéale, est primordial pour comprendre tout un paquet de choses. Car le cœur d'une planète, c'est également lui qui lui confère un champ magnétique. Or, sans son champ magnétique, l'atmosphère d'une planète se retrouve soufflée par les vents solaires, et une planète comme la Terre peut ainsi, en quelques centaines de millions d'années, devenir une planète comme notre voisine. Et pour atteindre cet objectif principal, il y avait plein d'autres objectifs à remplir. Mesurer s'ils existent les séismes martiens, qui n'étaient pas encore prouvés à l'époque du lancement, leur intensité, mesurer les flux de chaleurs internes et estimer la taille du cœur de la planète rouge. Et d'ailleurs, cela allait être une réussite complète. En mars 2021, et en se basant sur la mesure de plus de 500 séismes martiens, la NASA annonçait que le cœur de Mars était environ 1810 à 1860 km, soit près de la moitié de celui de la Terre et, surtout, plus grand qu'estimé avant la mission. Cette différence peut notamment s'expliquer par une présence accrue de matériaux plus légers et la présence de moins de fer, ce qui colle aussi avec la perte du champ magnétique. Mais, d'ailleurs, il est aussi important à noter que la perte du champ magnétique n'est bien sûr pas due qu'à un noyau peut-être moins riche en fer, mais aussi au fait que Mars est une planète plus petite et a donc eu moins de chaleur dès le départ. Pour réaliser toutes ces observations, InSight était particulièrement bien équipé. On trouve ainsi l'instrument SEIS, fourni par le CNES, et chargé d'observer l'activité sismique martienne, qu'elle provienne d'une météorite ou d'un séisme. D'ailleurs, c'est aussi grâce à lui qu'on a eu la joie d'entendre des ondes sismiques converties en son, même si elles n'en sont pas, et c'est important de le noter. Mais je vous laisse en profiter quelques instants.
D'ailleurs, vous avez ici dans l'ordre le vent martien, un tremblement de Mars et le mouvement du bras robotique. Encore une fois, il s'agit de vibrations converties en son. D'ailleurs, en parlant de sons comme le vent martien, ils ont aussi été enregistrés par un capteur de pression qui était dédié au système météo et servit un peu de microphone sans que ce ne soit fait exprès. Le second instrument, le Heat Flow and Physical Properties Package, allait, lui, être fourni par l'agence spatiale allemande, la DLR, et embarquer une petite foreuse surnommée la taupe, qui devait s'enfoncer à 5 mètres dans le sol pour mesurer différents flux thermiques. Pour s'enfoncer, elle devait y aller en douceur, par petits coups, entre guillemets comme un marteau. Mais malheureusement, son déploiement allait être un échec. Le sol martien ne donnant pas assez de friction, elle allait simplement créer un trou de plus en plus large autour d'elle, jusqu'à finir inclinée et bloquée, enfoncée de seulement 35 cm, avant que la tentative ne soit définitivement abandonnée en janvier 21. En troisième, on retrouvait l'instrument RISE, dédié à la mesure de la rotation martienne à l'aide de bandes radio en rayon X, permettant une mesure précise de l'ordre de 2 cm. Bon, cet instrument est en réalité un peu plus compliqué que ça, je le résume ici dans les grandes lignes, mais on en reparlera de toute façon tôt ou tard dans un futur épisode. Enfin, il était équipé d'un bras robotisé d'environ 1,80 m pour déployer les différentes expériences à la surface, et disposait d'une caméra, d'un grappin, d'une petite pelle qui allait tenter d'ensevelir la taupe pour plus de friction. Tu veux une petite pépelle ? Mais bref, on notera aussi la présence de caméras panoramiques comme plus discrètes et permettant de surveiller le déploiement. Enfin, de son côté, l'agence spatiale italienne avait aussi fourni des instruments de mesure des vents et des températures, permettant de surveiller la météo environnant le site d'atterrissage. Et en parlant de son site d'atterrissage, le petit atterrisseur s'est posé dans la région de la plaine d'Elysium, une région située à côté du second plus grand groupe de volcans martiens. Bon, je préfère le dire tout de suite, ce site est assez intéressant pour son passé ou sa position, comme pour la présence de potentielles glaces d'eau. Mais pour Insight, le site d'atterrissage a plutôt été choisi pour son aspect pratique, car il représentait une région à la fois censée faciliter le forage, mais aussi sans vrais écueils à éviter lors de l'atterrissage. Les objectifs scientifiques d'Insight, eux, pouvaient être remplis en se posant un peu partout sur la planète rouge. Mais bref, il va être temps d'y arriver à ces résultats. Mais d'abord, tant qu'on est dans le thème du site d'atterrissage, je ne pouvais résister à l'envie de vous partager cette image prise par la mission Lunar Reconnaissance Orbiter et qui montre l'atterrisseur en mars 2019. Les résultats de la mission InSight, et même si d'encore plus intéressantes découvertes émergeront peut-être à l'avenir de ces données, sont assez fous. Déjà, InSight permit d'établir que Mars subissait encore de nos jours des séismes, en mesurant près de 1300 sur ses 4 années de bons et loyaux services, contre 2 années initialement prévues. Mais surtout, une cinquantaine de ces détections furent assez claires pour permettre de localiser la source approximative et trouver un assez gros centre d'activité avec des répercussions dans toute la planète pendant près de 6 heures, dans la région des fosses de Cerberus, région qui aurait été active volcaniquement il y a encore moins de 2 millions d'années, soit hier à l'échelle des temps géologiques martiens. Il permit aussi de bien mieux comprendre le cœur de la planète rouge,
Son manteau, sa croûte, vraisemblablement plus fine qu'estimée, de mettre en évidence un manteau plus froid qu'estimé, mieux connaître la composition de ses couches, leurs épaisseurs et encore bien d'autres. Mais il permit aussi, en croisant ces données avec Mars Reconnaissance Orbiter, de découvrir un cratère d'impact frais et qui a mis à jour de la glace d'eau. Et ce n'est même pas encore tout. InSight mit aussi en évidence, en embarquant pour la première fois un magnétomètre sur Mars, les rémanents de son champ magnétique et surtout une empreinte laissée à travers les profondeurs de la planète, à travers des roches magnétisées situées entre 61 mètres et plusieurs kilomètres sous la surface. Le tout en plus d'étudier les tourbillons de poussière et la météo martienne, bien évidemment. Et ce n'est ici qu'un résumé dans les grandes lignes. Bien sûr, on pourrait être tenté de considérer la mission, dont vous voyez ici d'ailleurs la dernière image, comme partie trop tôt. Ces panneaux solaires se recouvrant de poussière, elle a en effet fini par manquer de courant et s'éteindre à jamais. On pourrait être tenté de se demander, alors, pourquoi ne pas inclure un système de nettoyage des panneaux solaires? Eh bien, il y a 3 raisons. Tout d'abord, les nettoyer pourrait créer de l'électricité statique et ainsi fausser les résultats des instruments. De plus, avec un budget qui n'était pas illimité, cela rajoutait à la fois des dépenses et un poids au lanceur qui, au final, était assez inutile. D'ailleurs, et même si l'idée fut trouvée bien après l'atterrissage quand les panneaux solaires commençaient à se salir, une technique fut utilisée pour les nettoyer. Déposer d'autres couches de poussière dessus, ramassées avec la petite pelle, et ces poussières étant plus épaisses allaient accrocher les plus fines lorsque le vent les soufflerait. Cela permet ainsi de prolonger un petit peu la durée de vie de l'atterrisseur. InSight a finalement vécu plus longtemps qu'espéré et a, malgré quelques embûches, réalisé plus qu'amplement sa mission et perdu le contact avec la Terre le 15 décembre, avant d'être déclaré mort le 21. Il est maintenant temps de lui dire au revoir, même si ses données et ses résultats le feront encore vivre longtemps. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.